Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on commence par honorer les disparus. Libération. Et cette double une, Günter Grass, une certaine idée de l'Allemagne, avec le visage en clair-obscur de l'écrivain qui défiait les relectures simplistes de l'histoire. Et juste à côté, François Maspero, une certaine idée de la gauche. Ensuite, on fait respecter les vivants, l'opinion, renseignement, comment Valls s'est pris les pieds dans le tapis, Le Monde, renseignement, une loi dangereuse. Et puis, on cherche un peu de cohérence. Le Figaro, impôts locaux, la facture explose en 2015. Oui, nombre des fonctionnaires territoriaux, temps de travail ou comment ce que l'État économise d'un côté repart de l'autre. On commence avec un triste anniversaire aujourd'hui. Et oui, de nombreux journaux reviennent sur l'enlèvement des lycéennes nigérianes par la secte Boko Haram il y a 1 an. Et La Croix leur consacre sa une, tout en se demandant si finalement la mobilisation internationale, le slogan, souvenez-vous, Bring Back Our Girls, diffusé selon les nouvelles formes de l'émotion virale, ne fit pas finalement beaucoup de bruit pour rien. Toujours pas de nouvelles des jeunes filles. Et puis les fous qui utilisent des fillettes de 10 ans pour des attentats suicides sur des marchés. Intolérable impuissance. Pourtant, Guillaume Goubert refuse ce fatalisme. Sans la prise de conscience provoquée par le rapt des lycéennes, écrit l'éditorialiste, la mobilisation militaire de ces derniers mois contre Boko Haram n'aurait probablement pas pris corps aussi nettement. Mais c'est une bien maigre consolation face au visage de ces mères qui pleurent leur fille disparue. Et puis à l'autre bout de la planète, eh bien d'autres parents luttent aussi contre l'indifférence et l'oubli. Ils sont coréens et Le Monde nous raconte leur douleur. Le 16 avril 2014, un ferry coulait en emportant 295 lycéens en voyage scolaire. Dans une société, la Corée du Sud, habituée à accepter, eh bien cette fois les parents ne se résignent pas. Ils s'insurgent, notamment contre le directeur d'une chaîne de télévision qui explique qu'après tout, 300 morts ne font pas tant que ça en comparaison du nombre de victimes des accidents de la route. Ce matin, la presse nous raconte finalement une souffrance universelle, par-delà les cultures, par-delà la richesse ou la pauvreté, les modes de vie. Mais elle nous raconte aussi la dignité de ceux qui se révoltent contre ce qui n'est pas une fatalité, mais l'accumulation de l'indifférence, de la folie et du profit. On parle de la réforme du collège à présent. Ben oui, l'importance de l'école pour les familles nigérianes comme pour les familles coréennes, c'est une évidence. Et pour nous, on lira dans Le Monde et Le Figaro les analyses de la réforme du collège et de la présentation des nouveaux programmes. Dans Le Monde, un éditorial qui raconte le conservatisme qui empêche l'école française d'accueillir la modernité pédagogique. Conservatisme des professeurs et puis des parents aussi. Dans Le Figaro, Marie-Estelle Pêche explique au contraire comment cette réforme signe la victoire des pédagogies constructivistes et des concepts déjà à l'œuvre dans les programmes de 1996. Comment faire du neuf avec du vieux qui ne marche pas, résume-t-elle. Donc disparition de la grammaire au profit d'une vague étude de la langue, plus d'auteurs au programme, chaque collège choisira ses priorités. Et puis les termes à la mode, développement durable, se chercher, se construire, agir sur le monde, vivre en société. Sur le site du Point, Jean-Paul Briguelli évoque le collège Clisthène de Bordeaux, précurseur de la réforme, où des élèves pratiquent déjà l'interdisciplinarité. Alors on vous explique ce que c'est. Un projet, par exemple, d'étude des fermes florales au Kenya, impliquant le professeur d'histoire-géographie et celui d'espagnol. L'objectif est bien la rédaction d'un tract en espagnol à destination des fermiers qui, rappelons-le, parlent anglais ou swahili. François Bayrou, dit Jean-Paul Briguelli, s'insurge contre un déni d'égalité des chances. Il est le seul. L'indifférence vis-à-vis de la jeunesse est décidément assez partagée. Le mot du jour, Natacha, c'est anthropocène. Oui, alors les collégiens apprendront-ils ce terme? On l'espère. Dans Le Monde, Stéphane Foucard revient sur les débats scientifiques autour de ce concept, celui de l'entrée dans une nouvelle ère de la vie terrestre, celle où l'homme modifie lui-même la planète. Mais alors, où est-ce qu'on doit la faire commencer? Eh bien, en 1945, disent certains scientifiques, année d'explosion de la première bombe atomique. En 1784, pour d'autres, année d'émergence d'une véritable machine à vapeur. Ou bien dès moins 40 000 ans, quand les chasseurs préhistoriques ont déjà provoqué la disparition des grands mammifères. Enfin, de certains grands mammifères. 2 universitaires proposent, eux, 1610. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'à cette époque, les colons qui apportent en Amérique quelques malheureux virus comme la grippe et la variole, provoquent la mort de 50 millions d'Amérindiens. Bon, ils en ont aussi massacré beaucoup. Mais le résultat, figurez-vous, c'est que des millions d'hectares de culture ont été rendus à la forêt et qu'on a observé dans les couches du sol une chute, qu'il y a eu à cette époque, une chute significative du taux de CO2 dans l'atmosphère. Comme quoi, un petit virus. Et oui, les choses insignifiantes ont un impact immense. C'est ce que rappelle un article du Parisien qui nous dit que la population des moineaux, les tout petits moineaux tout simples, a baissé de 61% en 30 ans.
C'est rien, un moineau. Mais si on vous dit qu'il préfère désormais vivre dans les villes plutôt que dans des champs pollués et privés d'insectes, alors vous comprendrez que ça a son importance. Vous nous emmenez à présent dans le Haut-Karabakh. Oui, je suis sûre que vous ne connaissez pas. Le Haut-Karabakh. Moi non plus, je Il y a des l'avoue. séparatistes là-bas. Le magazine Néon nous propose une visite de cette république autoproclamée du Caucase où l'on offre une maison pour le 6e enfant. Ben oui, parce qu'il faut repeupler le territoire après la guerre d'indépendance de cette population arménienne contre l'Azerbaïdjan. Alors ici, on rencontre Christine, 34 ans et 10 enfants, où Allah et ses 9 fils, plus une petite dernière, une petite fille pour terminer. Mais les aides de l'État ont leurs limites. Alors, il y a une seule chose que nos enfants ont reçue en abondance, dit Armin, c'est l'amour. C'est déjà beaucoup. Et on termine avec un dernier son en Corée du Nord. Mais oui, parce que les enfants de Corée du Nord, pour l'amour, on ne sait pas, mais pour le bourrage de crâne, ils ont leur dose. Néon aussi nous apprend que pour son 70e anniversaire, le Parti du travail de la Corée du Nord a dévoilé 310 nouveaux slogans. Oui, il y en avait déjà d'autres avant, donc 310 de plus. Au choix, soyez constamment en alerte, sans un moment de décontraction. Ou bien encore, l'engrais, c'est du riz et du socialisme. Je vous en cite un autre. Devenons un pays de champignons. Et ce dernier pour vous, Thomas. Laissez les médias devenir un compagnon de voyage précieux pour les masses et des pionniers de leur époque. Oui, finalement, ce serait pas mal à ajouter au slogan de la réforme du collège. Se chercher, se construire, agir sur le monde, ça ferait bien. Si on allait faire une petite matinale à Pyongyang, qu'est-ce que vous en pensez, Natacha? Chic alors. La revue de presse de Natacha Polony, pour l'instant, ça reste à Paris. C'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. Demain.